Ma plateforme de youtube.com, je suis Nouveau Trini et je vous présente remise à l'heure de l'horloge par Joe Biden et Kamala Harris. C'est vraiment à propos des élections du 4 novembre 2020 aux États-Unis. Quelles sont les premières leçons à tirer? Les leçons à tirer suivantes dépendent de deux questions. Où en est le modèle de démocratie à l'américaine, c'est-à-dire des États-Unis, et les caractéristiques du candidat président ont-elles besoin de révision? Le modèle des États-Unis semble plafonné, c'est-à-dire c'est dans sa phase plateau. Au cours des dernières décennies, on a par exemple assisté à des tripatouillages de listes ou le défranchissement des votes des Noirs et autres minorités, sans oublier des magouilles électoralistes, comme des candidats anonymes. Cependant, j'aborde que deux points importants, à savoir le code électoral et le rôle de l'argent dans les campagnes électorales. Le code électoral. En fait, il y a deux phases principales. La première s'était déroulée le 4 novembre dernier. Les électeurs désignent, en gros, on peut les considérer comme des électeurs primaires, vont donc, par État, vont désigner des électeurs secondaires que nous appelons les grands électeurs ou encore collège électoral. Le nombre de grands électeurs n'étant pas proportionnel aux votants, il y a des États mineurs et des États majeurs. Mineurs, des États qui ont moins de grands électeurs, et majeurs, des États qui ont plus d'électeurs. Le gagnant, c'est celui qui a plus de délégués au collège électoral et non le plus de votes. Le vote populaire n'étant pas déterminant dans la proclamation du gagnant, c'est le nombre de grands électeurs, c'est-à-dire du collège électoral, qui détermine le gagnant. Ce qui explique aisément la défaite d'Hillary Clinton il y a 4 ans de cela, face à Donald Trump. Pour nous autres habitués au scrutin majoritaire direct, eh bien, c'est une anomalie, dans la mesure où Mme Clinton avait le vote populaire. Le rôle prépondérant de l'argent dans les campagnes électorales. Plus d'argent dans les caisses des candidats ou d'un candidat signifie plus de temps passé en campagne pour faire donc la publicité, voyager, etc. Et il va de soi que le candidat qui a moins d'argent passe moins de temps en campagne, a moins de temps d'antenne et très vite, même si il a de bonnes idées, est obligé d'abandonner. Ce système a marché pendant des décennies. Et maintenant, comment expliquer les trépidations et tergiversations des dernières décennies? Le système est-il responsable? Non, plutôt les hommes et femmes qui les animent. Et surtout, quand ils font passer leurs intérêts, partisans ou personnels, voire groupusculaires, avant l'intérêt général. Ce système semble bloqué par l'équilibre des forces démocrates et républicaines.
Des réformes ou révisions constitutionnelles sont-elles envisageables? En l'état actuel des événements, les réformes ne font pas partie des priorités. La pandémie de Covid-19 et comment s'en sortir est bien sûr en tête de liste pour tous et pour longtemps encore. Une réforme constitutionnelle ne me semble pas à l'ordre du jour, dans la mesure où, même si on y pense, on n'en parle même pas. Que retenir du cas du règne du président Donald Trump? Les républicains, charmés par l'excellent communicateur et richissime qu'est Donald Trump, se sont confiés à lui pour damer le pion aux démocrates. Ils ont connu un succès surprenant et porteur de leurs espoirs. Mais de cette alliance de convenance et contre nature, ceux opposés aux républicains ont passé des moments difficiles. Les États-Unis d'Amérique ont été secoués dans leur fondement par ces choix populistes. Au-delà des frontières ou des frontières des États-Unis, c'était le monde à l'envers. Ces slogans de America First ou Make America Great Again, populistes et déstabilisateurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis d'Amérique. Pourquoi et comment éviter le retour d'expériences déstabilisantes, similaires, n'étant pas habitués à une gestion erratique, à l'intérieur comme à l'extérieur, en dehors des soutiens de la politique trumpienne, c'était la désorientation et ou le désarroi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Pour les affaires du monde, on a besoin de direction et objectifs clairs. Comment changer la situation? S'occuper soit des hommes, soit de réformes constitutionnelles. Les hommes, repenser et établir de nouveaux critères de sélection des candidats présidents au niveau des partis d'envergure nationale pour limiter des alliances contre nature. Réforme constitutionnelle, les institutions des États-Unis, quoique solides, reposent sur une constitution établie par les Blancs et pour leur domination sans partage. Or, depuis plus de 200 ans, sa démographie s'est métamorphosée en une société cosmopolite, culturellement et culturellement, c'est-à-dire polyculturelle et polyreligieuse. Il est grand temps, à mon avis, de réparer certaines ou de réformer certaines clauses, et en particulier celles qui se rapportent au code électoral, c'est-à-dire le collège électoral. Bien sûr, il y en a d'autres. Quels sont les points positifs dont peuvent s'inspirer les démocraties naissantes? Nous pouvons retenir la solidité des institutions démocratiques basées essentiellement sur la Constitution. Ensuite, la séparation et respect des trois pouvoirs étatiques, à savoir le législatif, l'exécutif et la magistrature. Et bien entendu, le pouvoir de la presse ou la liberté de la presse également.
non au tripatouillage de la Constitution sur laquelle on a été élu et prêté serment. Ce qui arrive énormément en ce moment dans certaines démocraties naissantes de l'Afrique. Rôle et idéologie de l'armée. S'agissant des pays d'Afrique, la plupart des armées sont d'obédience néocoloniale. Il faut pouvoir changer ou réformer cette idéologie néocoloniale. Je pense à la France-Afrique, en une idéologie nationale et patriotique et pourquoi pas panafricaine. À ces suggestions, j'ajoute le service national de conscientisation patriotique, nationale, voire panafricaine aussi, bien pour les garçons que les filles, conjointement avec les cycles scolaires. Peut-on avoir de la compassion, voire de la pitié pour Donald Trump, sans promouvoir le crétinisme trumpien qu'il a incarné? Les républicains, évangélistes et autres suprémacistes, voire sionistes, connaissant ses imperfections, insuffisances et autres désordres émotionnels, se sont servis de lui pour atteindre leurs objectifs partisans ou groupusculaires. Pas de doute là-dessus. Exemple, recrudescence de l'extrémisme de droite et réalisation des objectifs républicains et certains objectifs sionistes. Comment expliquer l'entêtement des républicains à le soutenir, même si visiblement ils sont embarrassés par son refus de concéder sa défaite en ce jour, en se lançant dans des recomptes et batailles juridiques perdues à l'avance. Pour eux, plus ils créent des difficultés pour les démocrates entrants, mieux pour eux. Bon calcul à court terme, cependant. Moralement, ils désapprouvent l'homme Donald Trump, mais approuvent son talent de déstabilisateur consistant à faire passer le vrai pour le faux et vice-versa. Une théorie complotiste très dommageable à l'intelligentsia politique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Puissent Joe Biden et Kamala Harris remettre la pendule à l'heure pour plus de stabilité, surtout dans les affaires du monde. Merci de votre attention. Thank you for watching and listening.